Okay, good afternoon, everyone. I hope you had a very good lunch. We're starting the first workshop in the parallel sessions today, and I'm so pleased to be with you today to Ikram, by the way, and we've been involved in this subject for about I have no sound. held a conference on climate, culture, peace, and that is really focusing on the role of culture in this context. Today we've heard a lot of comments from the previous panel. I'm so sorry, I just want to open the names of the panel. And I think it was so insightful to think about many things that were discussed in the previous panel, but also in the morning. Donc, désolé, on n'avait pas de microphone. On a eu une session ce matin sur le rôle de la culture dans les questions de changement. Nous sommes fiers aujourd'hui j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à nos pénalistes pour parler de leur point de vue des institutions et leur travail dans le domaine. Et je pense que, bien sûr, les informations seront très reflétantes et nous allons voir comment, après des années de conflits, nous pourrons traiter des questions liées au changement climatique. Je voudrais souhaiter la bienvenue Dr. Hiba Abdelaziz, directrice du Centre régional arabe de Bahreïn sur l'héritage mondial. Notre second pénaliste est Ahmad Shakar. Désolé, non, c'est Iman At-Tarir. C'est Mohamed Al-Hassan, le fondateur de l'organisation ONG Iman At-Tarir de Niger. Le troisième sera M. Raad Al-Assadi de l'Irak qui parlera donc de l'organisation Chabaïch sur l'écotourisme. Et finalement, Madame Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de Rempart de la France. J'attends donc mon microphone. Avant, je voudrais commencer nos premiers pénalistes. Nous aurons des présentations de nos pénalistes. Je commence avec Dr. Hiba Abdelaziz de ARC, du Centre arabe régional pour l'héritage mondial, qui parlera donc maintenant. Bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir vraiment de vous avoir après le déjeuner puisque vous serez très attentifs. Merci pour votre présence. Zaki m'a introduit. Nous sommes du Centre arabe régional pour l'héritage mondial, ARC-WH. Et je vais choisir quelques études de cas sur le travail du centre dans le domaine du changement climatique et du patrimoine dans les pays arabes. Rapidement, je voudrais parler du centre. Nous avons célébré notre 10e anniversaire, établi en 2012,
avec du fondement du Royaume du Bahreïn, avec un mandat de soutenir la mise en œuvre de la Convention de patrimoine mondial 1972. Nous, donc, avons plusieurs interventions indépendamment ou en collaboration avec ALIF, avec les groupes de conseil. On a deux sessions de développement, un en Arabie Saoudite, un au Bahreïn. Donc, on a un grand volume une grande gamme de projets sur le renforcement de capacité et l'inclusion de jeunes dans plusieurs activités, et des activités qui sont importantes aujourd'hui et des sujets importants. Le centre, comme j'ai dit, a un web très actif et vous pouvez voir les informations. Je vais être très brève. Je voudrais discuter avec vous le domaine de la capacité, du renforcement de capacité pour renforcer les capacités des sociétés locales, pour parler de la gestion du patrimoine culturel et pour sensibiliser sur ce sujet. Je ne sais pas si je suis controversielle, ou controversée, mais travailler sur ce domaine, le patrimoine culturel, est un travail qui nécessite chaque jour un travail. Par exemple, le changement climatique, on est en train de vivre le changement climatique chaque jour. On a plusieurs projets pertinents. Donc, je voudrais parler de Yémen et de Socotra. Nous travaillons sur ce projet avec d'autres aussi partenaires. On a une gamme de projets qui a commencé à Socotra et Yémen. C'est juste un aperçu sur les projets qu'on a déjà mis en œuvre. On a donc une gestion de terrain placée depuis 2020 et 2021, concentrée sur le travail avec donc les groupes établis entre 2016 et 2020. Quand un cyclone a frappé Socotra, et aujourd'hui, je vous parle du patrimoine culturel qui a été affecté. Je sais que vous savez que Socotra était sur l'héritage, numéro 10 sur l'héritage mondial et sur la liste. Et donc, cette île est connue avec de riches éléments. Nous travaillons sur les jardins botaniques royaux aussi, et sur le développement et sur les travaux manuels pour soutenir les sociétés civiles dans le développement social et économique. Nous avons aussi établi un projet spécifiquement lié au domaine de protection de différents flores uniques à cette île, et pour protéger les arbres dragons et d'autres autres espèces. Et de même, nous sommes en train de travailler sur les graines qui ont été touchées durant le cyclone. Les projets ne sont toujours pas entamés, mais on travaille avec ALIF sur ceci et sur d'autres projets. Donc, on avait une assistance d'urgence et on a travaillé à Edinburgh sur les forêts botaniques et avec le conseil. Nous travaillons toujours donc dans la région, et nous avons l'un de nos membres qui est déjà basé à Socotra pour aider dans la mise en œuvre de ces plans et aidant à passer cette connaissance à la communauté. Nous travaillons étroitement avec ALIF, une réhabilitation de Shiban et le marché de Shibam, où on a rouvert les magasins et permis aux magasins de retravailler et gagner.
Et voilà quelques photos que vous voyez avec les jeunes qui étaient en train de cultiver dans les pépinières et on a les espèces de flore. De même, comme vous voyez, on a mentionné les mangroves ou les mangroves, les forêts. Et ici, vous voyez des photos de notre site de restauration de Shibam. Comme vous voyez, ma collègue Salma, qui était avec nous, et elle était en train de diriger le projet, elle vient du Yémen. La restauration, donc, de 18 maisons endommagées. Je voudrais ici m'arrêter et parler de la relation avec le changement climatique. Ce que nous faisons, c'est de travailler, peut-être la difficulté d'atteindre ou d'accéder à Yémen et à cause du conflit compliqué aujourd'hui, il ne nous permet pas d'arriver à quelques sites et ceci ne nous permet pas de travailler avec la communauté locale. Peut-être dans d'autres circonstances, il y aura d'autres personnes qui viendraient, mais on est forcé aujourd'hui de travailler avec des gens qui connaissent le plus sur ce domaine et sont vraiment des personnes, ils ont travaillé des projets fructueux. Voilà le marché et la restauration des magasins. Ce que je voudrais bien dire, c'est que notre travail, et il faut vous mentionner que les projets ont été établis en collaboration avec Alif, fondés par Alif et avec la communauté de Gofsi et d'autres communautés de Shibam. Le point que je voudrais souligner, et je sais qu'il ne me reste plus de temps, j'avais 7 minutes et je pense que je n'ai plus de temps. Ce que je voulais dire au niveau du changement climatique et dans le domaine de la propriété culturelle, nous avons eu la chance d'avoir un projet pilote, surtout quand on regarde à Socotra, qui est indépendamment contenu. Et ceci aide à l'adaptation et nous pouvons observer les changements qui ont eu lieu et l'impact de notre travail sur l'île. Et peut-être nous pouvons donc le répéter dans d'autres endroits qui ont été touchés par le changement climatique, dans la réhabilitation et l'adaptation ou bien même la prévention. Et donc, nous vraiment regardons ceci parce qu'ils peuvent être des exemples pilotes pour montrer ce que nous pouvons faire dans certains domaines. Je vais m'arrêter ici parce qu'on garde le reste pour discuter. Et voilà, merci pour votre attention. Thank you very much, Dr. Hiba, for this introduction to Thank you for your introduction. Merci pour cette introduction et quand vous avez parlé des sites qui étaient listés sous la catégorie 10. La catégorie 10 est l'aspect immatériel du patrimoine. Et voilà, c'est le point où on a s'enseigner ou à prendre des leçons des personnes qui sont engagées dans la préservation ou dans la conservation, dans la conversion et le rôle des communautés. Vous avez parlé du rôle de la communauté dans l'engagement des communautés dans l'adaptation et la gestion. Merci bien, Dr. Hiba. Je suis certain qu'on va discuter davantage sur ce point, le projet Net Zero et aussi comment établir des liens. Et on va aussi qu'on peut résoudre dépasser pallier les obstacles. Donc, on passe à notre deuxième speaker. Et voilà un peu, on va toucher au vif du sujet. J'invite Monsieur Mohamed Hassan de prendre la parole.
vraiment de venir témoigner au nom d'une communauté. Je m'appelle Mohamed Alassane, je viens du Niger, Agadez, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est vraiment très intéressant aujourd'hui de prendre part à cette rencontre. Il y avait de cela quelques années, on ne croyait pas qu'on va avoir cette organisation qui va pouvoir toucher directement les locaux. Donc je m'en vais vous parler un peu du Niger. Nous sommes une jeune organisation humanitaire que nous avons eu l'occasion de fonder. Vous savez, le Niger, c'est un pays qui se trouve au cœur du Sahel et qui est en perpétuel changement actuellement, les changements climatiques, les changements avec des conflits et aussi la migration. Donc nous sommes vraiment une plaque tournante aujourd'hui et c'est un pays qui est stable mais qui est entouré par des pays en guerre, des pays en effervescence. Donc c'est vraiment très sensible la question du patrimoine au Niger et qui est accouplé avec les changements climatiques qui reste aussi une grande préoccupation majeure d'ailleurs au Niger. Il y a de cela quelques années, depuis 2008, nous avons connu des inondations en plein désert, ce qui a été vraiment très très surprenant parce que les populations ne s'y habituent pas. On a du mal à trouver de l'eau, il faut marcher des milliers de kilomètres pour trouver de l'eau. Et là tout de suite, bizarrement, on a des inondations. Donc la population n'est pas prête, la structure n'est pas prête. Il y a beaucoup de paramètres vraiment qui sont liés, qui fait qu'aujourd'hui les climats, les patrimoines au Niger souffrent énormément. C'est ça que vous allez voir un peu. Alors, nous intervenons dans la ville d'Agadez, c'est au nord du Niger. Agadez, le Niger, ça fait 1 267 000 km², c'est très vaste. Ça fait rien qu'Agadez, ça fait la taille de la France. Vous voyez à combien ça fait énormément grand. Donc, il y a énormément de patrimoines qui sont très éloignés, qui sont très affectés par les changements climatiques qu'on a du mal à atteindre. Le Niger, le nord et le sud, c'est énormément long. Donc, ça fait très difficile d'accessible de toucher le nord et vice-versa le sud. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un frasque différent qu'on aimerait vraiment traiter à long terme, doucement, dans le cadre de la gestion de l'environnement et surtout des patrimoines. Donc, nous travaillons, notre organisation, la Jeune Structure, nous travaillons aussi dans la conservation et surtout la restauration, l'artisanat. On parlait aussi des patrimoines immatériels et matériels aussi. Nous faisons l'inventaire historical. Il nous reste énormément de travail à faire dans le cadre de collection de ces récits-là. C'est organiser des conférences comme vous le faites ici. La discussion, c'est très important d'impliquer les populations locales, la société civile, ne serait-ce que même les chefs de quartier, pourquoi pas, pour qu'ils prennent part à ces discussions-là. C'est ensemble qu'on puisse trouver des solutions qui nous touchent actuellement, de façon générale, mais aussi de façon pointue, à des problèmes très spécifiques selon les régions, selon les quartiers et selon même, pourquoi pas, les maisons, parce qu'on va parler des maisons ici. Justement, la protection des patrimoines culturels, l'archéologie, il y a beaucoup de patrimoines. Avec les changements climatiques, il pleut très fort, et les sites sont menacés. Et les vents, avec beaucoup de vents, des tempêtes de sable dans le Sahara, ça fait énormément de situations, de facteurs qui rendent vulnérable notre patrimoine au Niger. Voilà, et surtout, nous introduisons aussi au niveau de la nouvelle technologie, nous faisons aussi appel à tourner aussi notre réflexion vers le futur en parlant de la nouvelle technologie, comment on peut utiliser ces technologies-là pour nous aider dans des endroits pareils, par exemple au Niger où c'est tellement vaste, où un être humain ne peut pas aller partout. Donc vraiment, cette application-là peut nous aider réellement à mieux cerner notre patrimoine et à apporter des solutions durables dans le futur. Voilà. Nous avons parlé des méthodes, des approches d'adaptation. Moi, j'aimerais plus, on va développer ça au cours des discussions. C'est ça qui est très intéressant, échanger d'expériences. Mais surtout, moi, ici, j'aimerais apporter cette pierre à l'édifice de ces maçons traditionnels. On parle toujours des techniques anciennes qui sont très importantes et nous avons vu qu'ils ont apporté des solutions adéquates pour nos problèmes. Donc, je pense que sans oublier le passé, on devrait valoriser aussi ces maçons-là, les méthodes qu'ils utilisent parce qu'ils ont cerné mieux les patrimoines avant même les changements climatiques et couplé avec les nouvelles stratégies, les nouveaux problèmes, les nouveaux défis pour pouvoir ensemble trouver une solution adéquate. Travailler autour de ces sites
entretient la cohésion, comme on l'a dit, ça nous fait la prévention contre les conflits. On parle beaucoup de conflits. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on a, c'est comment résoudre les problèmes. Mais il sera plus facile et moins écouté de prévenir, d'éviter ces problèmes-là. Ça nous fera beaucoup plus économiser de l'énergie, du travail et même de la vie, pourquoi pas, pour sauvegarder notre patrimoine. Il ne faudrait jamais attendre jusqu'à ce que c'est détruit, on est à le stade final pour pouvoir réagir. Donc on devrait réagir en amont pour résoudre certains problèmes. L'héritage, nous avons considéré que l'héritage aussi, comme un accord, c'est un pilier économique au Niger, à Agadez. Surtout, beaucoup de gens puissent commencer avec ce travail de restauration, de réhabilitation, à trouver du travail, à fixer les jeunes qui vont tendre à aller vers l'immigration, vers d'autres contrées. On parlait tout à l'heure des fuites de connaissances, des techniques vers d'autres pays. Ben, si on maintient ces jeunes-là sur place, je pense que c'est un atout incroyable à conserver pour que les générations puissent avoir confiance en eux-mêmes et surtout préserver leur propre patrimoine. Donc, le patrimoine, c'est aussi une protection des générations futures. Voilà, vous voyez ici un peu les jeunes qui s'adonnent avec des anciens. Nous sommes en train de coupler ces deux générations-là pour qu'il y ait un langage commun. Tant qu'on n'a pas ce langage-là, on risque d'avoir ces fossés-là. Et c'est ces fossés-là qu'aujourd'hui, on essaie de combler pour pouvoir trouver des solutions. Nous avons des maisons très vulnérables à cause de la pluie, des vents. Il pleut énormément qu'avant. Vous voyez, donc, les gens ne sont pas prêts parce qu'on a du banco qui est là et qui n'a pas été bien traité. Par exemple, il faut vraiment voir dans quel cadre on peut faire ces restaurations en tenant compte des aléas climatiques maintenant nouvelles. La résistance de la capacité des matériaux, parce qu'on parlait des cratères tout à l'heure, là c'est très important. Les recherches scientifiques devraient appuyer aussi les connaissances traditionnelles pour pouvoir trouver des solutions en manière spécifique avant de réagir, de connaître réellement ces problèmes-là dans le futur pour qu'on puisse réagir rapidement. Avec le financement, grâce à le financement de ALIF, nous avons pu sauvegarder des maisons en urgence, des maisons qui risquent de tomber, des maisons vraiment qui sont très emblématiques pour le Niger. Vous voyez, si une maison tombe, c'est une histoire qui tombe. Et si c'est une histoire qui tombe, c'est un peuple qui tombe. Donc si ces peuples-là qu'on ne veut pas qu'ils tombent, il faut les relever avec des pieds. Et Alif nous a aidé énormément là-dessus. D'autres maisons sont aussi en cours de construction que nous avons jugé utile vraiment de les sauvegarder, de les aider. À travers ces maisons-là, nous avons multiplié les techniques et surtout, de part et d'autre, à partir de ces expériences-là, propager l'expérience, propager les méthodes pour que les maisons, d'autres maisons, c'est plus de 600 maisons. Donc, si on arrive à avoir ces maisons-là, déjà, on arrive à conserver, à avoir des techniques, des matériaux à conservation. Surtout la grande mosquée qui est très emblématique. Vous imaginez si la grande mosquée à Agadez, elle tombe, je pense que nous tous, on sera touchés dans l'âme. La restauration des objets qui sont très importantes, il y a beaucoup d'objets qui sont immatériels, il y a des objets qui sont significatifs pour la paix, pour la conservation de l'un de l'autre. Les objets qui sont traditionnels sur les portes aujourd'hui, c'est grâce à ça que je m'identifie. Je suis là et je pense que c'est aussi un moyen aussi de tenir ces liens-là pour qu'il y ait une transmission de savoir-faire, comment on les fabrique et comment les générations futures puissent s'habiller de façon économique et écologique. Voilà, nous avons tantôt dit la création de travail. À travers ce travail-là, nous avons travaillé avec plus de 100 jeunes aussi et des maçons qui prennent acte à c'est inédit, c'est nouveau pour nous. Nous avons des petites communautés que nous avons réunies ensemble pour pouvoir avoir une équipe très complète et diversifiée, avoir des jeunes maçons qui accompagnent les anciens maçons. Donc c'est à travers ça que vous allez voir précédemment dans les diapos suivants comment les jeunes s'intéressent maintenant davantage à prendre part et c'est cela un impact aussi que nous avons jugé vraiment très positif par rapport à ça pour pouvoir continuer ces formations-là et essayer d'avoir des responsables de chaque quartier. Je vais aller plus rapidement. Excusez-moi. Voilà de façon aussi représentative. La carte, on utilisait la 3D. Nous avons la documentation, on parlait de la documentation tout à l'heure, c'est très important. Nous sommes menacés de part et d'autre. Donc si on perd ces documentations-là, c'est important que c'est des sites qui sont très menacés à tout moment. Ils peuvent s'effondrer et nous avons une documentation pour pouvoir reconstituer après, à travers la restauration de ces maisons-là. Voilà.
Voilà, vous voyez une maison qui est en train de faire la restauration avec les crépissages, les différents types de crépissages qu'on essaie d'éviter, mais c'est technique, c'est minime que soit-elle, mais pour la population, les communautés, ça résout certains petits problèmes. Vous allez voir des pointillés selon la surface, et ces pointillés, ça retarde en fait les filtrations de l'eau. Donc c'est ce qui fait que la terre, avant, s'il pleut beaucoup, ça peut respirer un peu, ça peut tenir pour pouvoir qu'il y ait un ensoleillement. Le temps que la pluie dégage, généralement c'est très vite dans les Sahel. Voilà. Donc la combinaison de ces gènes et des anciens maçons fait la transmission des connaissances et aussi des décorations à restaurer qui sont très importantes. On voit un peu l'évolution, l'impact qu'il y a ces projets-là dans certains domaines entre les gènes, vous voyez en rouge et orange. Comment d'abord, au départ, c'était beaucoup plus les anciens qui s'intéressent et doucement, nous avons pu combler, avoir qu'il y ait des équipes qui vont ensemble jusqu'à la fin, la troisième ligne, pour pouvoir avoir les trucs. Voilà un peu, nous vous remercions pour cela. C'est ça avec l'équipe. Et nous avons une petite vidéo à faire passer. 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Thank you very much, Mr. Mohammed, for this very interesting presentation. What drew my attention, by the way, is also the title of your organization, Iman al-Tarikh, which means believing in history. And in fact, history is the aspect that informs perhaps the future of how to find the solutions. I think you focused also. Je vois que vous êtes focalisé sur les aspects de la dimension sociale, la connaissance autochtone, aussi bâtir avec les matériaux naturels du milieu. Donc, aussi, quand on a discuté dans cette matinée, qu'on a parlé de l'aspect un peu plus élargi en termes de conflits, des questions à propos de la cohésion sociale
social et de la paix et comment traduire cela dans ce milieu, c'est très important. Donc, ce que vous avez dit, merci bien de nouveau. On demandera de nouveau plus tard des questions sur comment pouvoir apprendre tout cela. Mr. Raed Al-Assadi de l'Irak. Je crois que vous allez commencer par une vidéo. هور الحمار وهور السناف اللي هو جزء من هور الحمار واحد من أعرق الأهوار بالعراق الآن. On parle ici de Hor, c'est-à-dire comme un lac. C'est comme des étangs où l'eau s'assemble puis disparaissent à travers le désert. Mais la sécheresse a tourné les hauts, comme on les a dit, les étangs en des milieux arides. Salut, monsieur. Bonjour, monsieur. Si le Mossoul a été occupé par Daesh il y a quelques années, maintenant c'est la sécheresse qui nous occupe et la sécheresse a démoli tout. Et les gens se sont déplacés et dans quelques années à venir, il n'y aura rien de toute cette région. Et la population l'aurait quitté. Qu'est-ce qui se passe? Que vous allez bien? Et comment décrivez-vous ce qui se passe ou la situation? La réponse est que elle est difficile. Ce qui se passe que c'est le niveau de l'eau qui se baisse et avec cette retraite de l'eau, il y a bien on nous manque bien de choses et la vie devient de plus en plus difficile.
Excusez-moi, Mohamed Rad. On croit qu'il y a un problème avec les diapositives. Donc, si vous veillez, on va passer à Marie-Georges, puis on retourne à votre présentation à propos de l'Ahwar. J'invite Madame Marie-Georges de parler de l'institution et de son travail, de ce qui se passe à travers le monde. Et je vous prie d'être concis et donc pour avoir plus de temps d'ouvrir la tribune pour questions et réponses. Alors, qui Rempart? Rempart, c'est une organisation nationale qui est née en 1966 et qui a pour ambition d'unir des citoyens autour d'un projet concret et collectif sur le patrimoine. Nous avons fait le choix de nous organiser en union d'associations et notre réseau compte actuellement à peu près 200 associations locales partout en France. Bien sûr, vous le savez, le patrimoine ne s'arrête pas à nos frontières, donc nous avons noué des relations étroites avec plus de 50 partenaires dans une trentaine de pays. Chacun de nos projets est local et il s'attache à la sauvegarde, à la réhabilitation, à la mise en valeur, à l'animation d'un site patrimonial, quel qu'il soit. Ça peut être un château, bien sûr, mais ça peut être une abbaye, ça peut être un village abandonné, ça peut être un lavoir, un bateau, des trains, tout ce qui peut correspondre à du patrimoine. Et donc, nous défendons des valeurs touchant bien sûr à la restauration du patrimoine, mais aussi des valeurs humaines essentielles, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient sociales, philosophiques, humanistes, qu'elles soient tout simplement sociétales. C'est donc pourquoi nous avons constaté, bien sûr, comme partout dans le champ du patrimoine, non seulement les effets pernicieux et préjudiciables du changement climatique, mais nous travaillons aussi à la fois sur nos sites et dans nos structures, ensemble, ce que vous avez dit ce matin, Madame, ensemble, pour répondre aux énormes enjeux que cela génère. C'est pourquoi nous avons décidé de nous engager pour la transition écologique. Thank you, Andrew. Parce que le patrimoine offre des voies de résilience, on l'a vu, et que les activités associatives que nous conduisons pour le préserver intègrent déjà des pratiques conformes à l'esprit pour l'action de l'action pour le climat. Nous pensons que pour être efficace dans ce domaine, notre action, et ça a été dit ce matin, comme celle que nous menons directement sur le patrimoine, doit être collective. Alors, en mettant l'accent sur la conservation et la restauration des patrimoines naturels et bâtis, des paysages, des sites historiques et des habitats naturels, le patrimoine s'associe aux efforts pour la transition écologique. Bien sûr, en sauvegardant les espèces et les écosystèmes, mais aussi en maintenant la biodiversité biologique et la cohésion sociale. Les paysages font partie intégrante du patrimoine et sont essentiels, bien sûr, à sa sauvegarde. Mais nous pensons que le patrimoine bâti, comme les paysages, offrent à l'humanité non seulement la possibilité de se reconnecter à la nature, mais aussi la possibilité de se recentrer sur son propre héritage et ses racines culturelles. Les paysages sociaux, naturels et historiques jouent un rôle important, on le sait, dans l'identité des communautés, le soutien de la biodiversité et de la culture, ainsi que la sauvegarde des mémoires. Ils sont des outils incomparables aussi de transmission des savoir-faire et des techniques traditionnelles, bien sûr. Alors, le patrimoine a également un rôle à jouer important dans la promotion des solutions durables. Alors, elles sont d'ordre différent et nombreuses, bien sûr. Là, j'ai noté, par exemple, pour donner la priorité aux transports locaux, ça semble une évidence, mais les limiter. Travailler avec des intervenants sur place,
De même pour les matériaux, il faut garder à l'idée de la proximité, mais aussi de la réutilisation et du recyclage des matériaux. Par exemple, on peut bien sûr réutiliser le bois qu'on trouve sur place, le retailler si besoin, trier les pierres, trier les tessons de carrelage ou de tuiles, récupérer les gravats que l'on peut tamiser pour regagner du sable, recycler les plâtras, bien sûr, parce que vous savez que le plâtre se recuit à l'infini, c'est un matériau extraordinaire. Et puis l'eau, bien sûr, l'eau, hein, elle est précieuse, elle est indispensable, elle est autant une ressource qu'un milieu, et elle peut être utilisée en circuit après récupération de l'eau de pluie, bien sûr, quand c'est possible, ou bien en phytoépuration. On peut l'utiliser 3 fois, par exemple. On peut l'utiliser pour faire la vaisselle ou bien pour se doucher. Ensuite, utiliser la même eau pour laver les outils. Et enfin, faire le mortier avec cette même eau. La consommation des énergies fossiles, c'est un problème. Bien sûr, vous connaissez l'importance, puisque leur combustion à grande échelle est responsable du dérèglement climatique. Et pour nous, dans nos actions, au fond, l'énergie, c'est l'énergie du collectif. C'est celle dont on prend conscience à travers l'expérience du travail manuel et bien souvent sans recours à d'autres formes d'énergie que celle de nos bras. Souhaiter limiter ou réduire l'impact de notre organisation sur le changement climatique, c'est engager une réflexion sur notre rapport à l'énergie. Enfin, la mise en œuvre des matériaux traditionnels, le bois, la terre, la pierre, la brique, c'est probablement celle qu'il faut favoriser dans toute reconstruction, parce qu'ils sont au croisement entre le passé et l'avenir, la modernité, leur réutilisation à des fins possibles éco-responsables contribue également à promouvoir des styles de vie durables et à améliorer la qualité des habitats humains. Alors bien sûr, tout le monde l'a dit, ce n'est pas une découverte, mais il est important de sensibiliser les communautés locales aux enjeux environnementaux, parce que nombreuses sont les populations qui ignorent encore les conséquences néfastes des activités humaines sur l'environnement. Par conséquent, des campagnes de sensibilisation à l'environnement ainsi qu'à la nécessité d'adopter des comportements et des politiques environnementales positives doivent être mises en place et mises à la disposition des cadres politiques, des institutions, des entreprises, bien sûr, des bailleurs de fonds et des groupes communautaires. Pour cela, il s'agit notamment de renforcer les moyens et les capacités des populations locales à gérer leur propre environnement et à prendre des mesures constructives. Impliquer les citoyens, leur permettre d'accroître leur pouvoir d'agir, les former, partager les connaissances, ce sont autant de moyens pour contribuer à l'édification d'un avenir durable. Par exemple, les initiatives qui visent à promouvoir l'écologie et la transition écologique peuvent être organisées, c'est ce que nous faisons, autour de sites patrimoniaux. En particulier ceux qui sont reconnus comme des points forts dans les régions. Dans un contexte de conflit, le patrimoine culturel de la région, je ne vais pas inventer quelque chose, peut jouer un rôle important en fournissant un point commun et des valeurs communes qui peuvent faciliter une appropriation collective et une meilleure compréhension des enjeux environnementaux. Le patrimoine, c'est le produit de notre histoire, mais c'est aussi celui de notre exposition à de nouvelles expériences. Il est synonyme de richesse, on l'a entendu, il est synonyme de renouvellement, il est synonyme de bien-être. Il est fondamental, et vous le savez tous, pour la cohésion et l'épanouissement de la société. Il est impératif que nous le préservions, que nous le respections. Et il n'est pas, à mon expérience, assez vaste, c'est vrai, de peuple qui ne soit sensible, attaché à son patrimoine, naturel ou bâti, lui reconnaissant la nécessité d'être préservé et perpétué pour les générations à venir. Alors notre expérience avec Alif nous permet d'affirmer que son rôle dans le cadre du patrimoine et de la transition écologique peut être, en ce qui nous concerne, de faciliter les échanges, ce qui est fait d'ailleurs, l'accueil des partenaires étrangers sur nos chantiers ou lors de nos séminaires, mais également le partage d'expériences par l'organisation de chantiers de bénévoles sur place, par la formation des populations. C'est incontestablement d'aider à la coopération
entre les divers experts internationaux du patrimoine, bien sûr, et du changement climatique, car les partenariats sont, bien sûr, une des conditions de la réussite dans ce secteur. Alors, je vais rien inventer encore une fois, hein, mais bon, quelques directives, encore une fois, pour résumer, c'est favoriser les projets durables et écologiques, tels que l'énergie renouvelable et l'agriculture durable, soutenir les organisations locales qui travaillent sur des projets environnementaux en encourageant la participation de la communauté. C'est sensibiliser les populations à l'importance de l'environnement et à l'impact des activités humaines sur l'environnement. Développer des programmes éducatifs pour les jeunes, pour les sensibiliser à la protection de l'environnement et à l'importance de la durabilité. Encourager les entreprises à adopter des pratiques durables et écologiques, ainsi qu'à soutenir des initiatives locales en faveur de l'environnement, et promouvoir la coopération internationale pour soutenir la transition écologique en zone de conflit, en travaillant avec les gouvernements locaux et les organisations de la société civile. Alors nous sommes conscients que la situation en zone de conflit peut rendre ces efforts plus difficiles, bien sûr, et nécessiter une approche adaptée pour maximiser l'impact des efforts à produire pour allier conservation du patrimoine et transition écologique. Pourtant, il est de notre responsabilité de conduire ensemble cette ambition. Il nous faut cultiver notre ouverture au monde et nous inspirer des partenaires internationaux. C'est encore un long chemin, j'en ai conscience, mais personnellement, j'ai une foi inextinguible dans notre volonté de construire, grâce au patrimoine, un monde meilleur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. La politique ce matin avec Andrew Potts, et je pense avec les lignes directrices que vous avez soulignées, on a parlé, j'aime bien cette expression paysage social, naturel et historique. Alors il faut penser de tous les aspects de paysage. Et puis vous avez souligné les solutions durables comme le recyclage, la réutilisation des matériaux traditionnels, écologiques, et puis vous avez parlé de renforcement de la capacité et sensibilisation de la société et les gens, et partager la connaissance, et surtout, je pense, la notion de coopération qui a été mentionnée ce matin est évidemment très important. Alors, merci bien. On va continuer avec peut-être notre collègue irakien. Je ne sais pas si le PowerPoint est prêt déjà, mais nous pouvons commencer avec M. Raad Al-Assadi. Bon après-midi, merci pour Alif pour m'avoir donné cette opportunité de parler de Ahwar. Merci pour l'Émirat arabe uni. Je suis Raad Al-Assadi. Je suis le directeur exécutif de Shabaïch, l'organisation de l'écotourisme qui travaille en Irak, qui voudrait bien vraiment travailler avec les populations et par le biais de notre travail, nous voudrons utiliser donc les populations à rester dans son endroit. Par exemple, nous avons travaillé avec le gouvernement français sur plusieurs projets et au niveau du recyclage et même au niveau des eaux et de même le salage. Les défis sont très amples et parmi les défis de Ahwar sont le changement climatique. Par exemple, durant les 4 dernières années, Ahwar avait près d'1 million de personnes habitant en 1970. En 2005, il y a 0 personne qui y vivent. En 2015, il y a 5000 personnes. Donc,
Le changement climatique ne touche non seulement, non pas la population seulement, mais par exemple, il y a les animaux qui ont été affectés par cette désertification. Et à cause des questions politiques, après donc les problèmes politiques, les questions climatiques ont commencé. Et à cause de certains pays qui ont décidé de bâtir certains barrages, la vie a été affectée à Ahwar. Et l'Euphrate constitue Ahwar. Et aujourd'hui, avec le changement climatique et les barrages qui ont touché l'Euphrate et par exemple, l'eau potable n'est plus suffisante non seulement à Al-Ahwar, mais aussi dans tout l'Irak. Il y a aujourd'hui un risque qui touche l'Irak, le changement climatique et la désertification. Dans le Tigre et l'Euphrate et dans d'autres régions touchent tous les endroits environnementaux en Irak. Al-Ahwar, l'un des endroits les plus connus pour les terrains marins. Et là où il y a l'histoire des populations qui vivent, ils utilisent toujours les mêmes équipements dans le travail dans la nature, mais durant la désertification, parmi les plus grands problèmes, on a commencé à perdre un des composants importants. En 1970, comme j'ai dit, on avait 1 million de personnes. Aujourd'hui, plus de 5 000. Aujourd'hui, l'espace et la distance est aussi très réduit et c'est une nouvelle réalité aujourd'hui à Ahwar. C'est ça, Al-Ahwar. Elle a une nature exceptionnelle au Moyen-Orient tout entier. Et l'une partie, ils disent que c'est les reins qui permettent au Moyen-Orient de respirer parce qu'elle est très grande, où il y a près de 250 types d'oiseaux qui viennent. Ainsi, plusieurs animaux et espaces, qui est le Maxwell Otter, un chien qui est dans la liste rouge et qui est à risque d'extinction. Et cet animal est entré en Iran parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont émigré de l'Irak à d'autres régions à cause des barrages. Et donc, l'une des diversités écologiques n'est plus dans les frontières irakiennes. C'est l'un des types des oiseaux présents à Al-Ahwar, Haz Kasab al-Basra. Il est connu, celui-là. Et il y a un genre il y a ce genre qui vit dans un endroit spécifique, mais à cause de l'extinction, il est aujourd'hui en train de fuir. Et le soft shell tortoise aussi, un autre type qui est en train de disparaître. Al-Ahwar est aussi l'endroit où la boîte d'aliments de tout l'Irak. En 2015, notre organisation a fait des statistiques. 150 tonnes ont été exportés à l'Irak de cette région. À cause du désert aujourd'hui, il y a 0 poisson dans l'eau. Et donc, il y a aujourd'hui des immigrations et des migrations du côté rural au côté urbain. Et il y a donc des conflits entre aussi
entre les tribus. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus dans les zones urbaines, ils n'ont pas pu vraiment vivre comme les autres. Donc, on a une crise économique, humaine et culturelle. Donc, une partie de la culture de la population de Al-Ahwar, et sachant que chaque district et chaque gouvernement en Irak a une langue, a un dialecte, a une culture. Et donc, cette migration de Al-Ahwar au côté urbain a fait que leur dialecte soit pollué parce que leur langage a changé aussi, parce qu'ils ont dû quitter leur région et vivre quelque part d'autre. L'une des sources de richesse qui souffre aussi, vous savez, Al-Ahwar dépend des ressources naturelles, de la pêche, de l'animal aussi et de la traite d'un certain type d'animaux. Et donc, aujourd'hui, par exemple, cet animal qui est le bison est aujourd'hui en risque. Il y avait plus de 5000 à Al-Ahwar et donc on a fait une collaboration avec le gouvernement français pour avoir une clinique mobile pour limiter ces maladies qui touchent cet animal et aider près de 35 000 de ce bison ou buffalo à être plus en sécurité. Et donc, le changement climatique à Al-Ahwar et dans certaines régions voisines, donc peut toucher d'autres régions. L'émigration des animaux aussi peut avoir un impact négatif sur l'autre nature où ils sont en train d'émigrer. Ils vont toucher les autres animaux locaux dans cette région. Ceci c'est l'image d'un petit bateau. Malheureusement, nous, en tant qu'organisation, on utilisait le bateau pour le transport. Aujourd'hui, on utilise la voiture parce que le bateau ne peut plus marcher et naviguer dans l'eau de Al-Ahwar. Beaucoup ont quitté, mais nous essayons de préserver les personnes qui sont toujours là par des sources de revenus assurées à ces populations. La photo en vert est la population en 1970. Ils utilisaient ce type de nature pour bâtir leurs maisons. Et même désormais, après la sécheresse et le changement climatique, Al-Ahwar ont commencé à construire en plastique leurs maisons et non plus à l'aide de cannes. Et donc, nous pouvons penser à quelques ressources par exemple, les puits et de vraiment pouvoir faire des petits projets en créant des puits. Et c'est vraiment très malheureux que nous devons vraiment faire des puits dans le Tigre et l'Euphrate, une région qui est connue. C'est juste pour aider à reconstruire des maisons. S'il vous plaît, Monsieur Raad. OK, donc c'est une personne qui nous aide à se transporter d'une région à une autre dans la voiture, puisque le bateau n'est plus efficace dans notre transport dans cette région. Je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci, frère Raad. La question de la sécheresse et la question de l'eau sont deux questions importantes dans l'Afrique. Je sais bien la région arabe, comment aussi elle est affectée. Et pour savoir l'ampleur de ce problème, nous aurons 15%, je pense, de l'eau qui était déjà présente en 1960
restera 15% de cette eau seulement, et ceci va conduire à l'émigration, au même le système des populations et du système écologique. Et ceci va causer des problèmes, et plusieurs problèmes à différents niveaux. Et donc, je pense que dans cette présentation, nous allons voir comment nous pouvons développer les autres projets et voir ces projets d'une meilleure façon. Maintenant, je vais parler en anglais pour juste poser quelques questions. Merci Marie. Merci Marie-Georges d'avoir parlé des lignes de direction. Ça peut être une chose utile pour Alif, je pense. I don't know if others would like to add any. Je ne sais pas si vous voulez ajouter votre expérience, quelques remarques de votre travail à Socotra, où vous avez travaillé avec la cultivation, de la gestion de la terre. Je sais qu'il y a certains systèmes en été et quand les gens se déplacent d'une région à une autre. Il y a donc beaucoup de solutions. Avec cette idée en tête, est-ce que vous voudrez parler de quelques idées pour que Alif puisse assurer un financement dans le futur? Okay, sorry, it's working already. D'accord, ça marche. Merci, Zaki, pour cette opportunité de parler encore plus. Comme j'ai dit, on a travaillé étroitement avec Alif, non seulement à Socotra, mais aussi à Shibam, mais ça a été fondé par les donateurs et le Centre arabe régional pour l'héritage mondial. Valérie parle souvent des actions tangibles et du travail sur le terrain, et nous prenons nous faisons attention en parlant de quelques questions. C'est important donc de garder la durabilité de ce projet, que nous travaillons sur terrain en renforçant les capacités des gens pour traiter ces questions, et donc pour garantir que ces chaînes et ces directeurs de terrain qu'on a établis pour garantir leur continuité, nous devons les donner à la communauté locale, et ça sera bien important d'avoir d'autres méthodologies. C'est très important d'avoir des sujets établis sur le terrain, mais vraiment, ils doivent être établis sur le terrain et ils doivent continuer pour le futur et diriger d'une façon efficace. Et j'ai été inspirée par sur l'écotourisme, et donc c'est une question à laquelle on pense à Socotra pour parler pour donner aux gens une opportunité de reconnaître que cet environnement, c'est une vraiment façon, et ce sont des actifs vraiment qui peuvent donner des revenus, et je pense que l'opportunité d'écotourisme est là, et est très importante. C'est notre proposition suivante à Alif. Merci, Dr. Hiba. Je pense qu'il ne reste plus de temps. On a commencé tard, alors nous devons commencer à préparer pour la présentation prochaine. Peut-être Mohamed, rapidement. Dr. Hiba a parlé de Shibam, vous avez parlé d'Agadez. Et peut-être vous avez des expériences que vous voulez partager pour les futurs à venir qu'Alif pourra financer de la même nature. Comment pouvons-nous achever une durabilité dans la direction de ce projet? Vous avez parlé de très aspects intéressants, mais juste pour ajouter quelques points, ça sera parfait.
pour la question. Je pense que cette question va droit au cœur et c'est vraiment très intéressant de voir mon collègue la présentation. C'est similaire dans certains points. La problématique, elle est universelle dans certains coins. Et de ce point de vue, il faudrait, comme il a bien dit, des parties, des points de départ, tenir compte des points de départ et surtout les connaissances locales. Comme on l'a dit, la communauté locale joue un rôle prépondérant, ne serait-ce qu'à consolider les acquis qui sont là pour ne pas perdre tout, vraiment, et tenir compte de ces changements climatiques et s'adapter en tenant compte des anciennes méthodes. Comme vous le savez, moi j'ai montré tout à l'heure la construction en terre, ça nous fait une acclimation naturelle. En fait, c'est naturel, on n'a pas besoin de choses nouvelles. On a déjà pensé au réchauffement bien avant qu'aujourd'hui. Donc je pense faut qu'on doit être dans cette optique-là, qu'on partage mieux. Je suis vraiment navré de voir les lacs asséchés. C'est évidemment ça. Et ça fait déplacer les populations. Ça fait déplacer l'histoire, ça fait déplacer les populations et ça crée l'immigration. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut tenir les liens sociaux, créer ces liens sociaux-là en étant qu'il y ait un échange aussi social entre les populations pour pouvoir avoir une solution durable en tenant compte des aléas climatiques, l'environnement, à planter des arbres en parlant de la désertification. Nous, au Niger, on commence à le faire là, mais surtout à faire des barrières comme ça à long terme pour le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Monsieur Al-Hassan. رح أنتقل للأخ رعد قبل ما Je passe maintenant à Monsieur Hassan Raad avant de donner la parole à Madame Marie-Georges. Al-Ahwar nous a montré qu'il y a un cercle vicieux et quand vous êtes dans une région en conflit, nous pouvons voir les dangers et les problèmes. Il y a des changements climatiques, il y a des problèmes politiques. Ils sont tous dans un même cercle vicieux. Et donc, comment est-ce que vous pensez que l'avenir sera établi pour résoudre le problème et pour traiter le changement climatique? Est-ce que par l'adaptation ou par quoi? Ou bien la réduction, je sais. Désolée. Merci. Par le biais de notre présence ici, j'invite toute personne ici, la communauté sociale et la LIF, de se mettre à côté de Al-Ahwar, de cette population. Ça existe depuis plus de 1000 ans et on va arriver au point final si on continue de cette façon. Ce cercle vicieux va s'arrêter dans 20 ans si on ne fait rien. On va parler de l'histoire de Al-Ahwar si on ne fait rien. Je veux que le monde et la communauté ainsi que la LIF nous aident pour créer des projets de durabilité et pour soutenir la population d'Al-Ahwar, de l'eau potable, des soins de service, des soins vétérinaires. Et donc, ceci aidera à la durabilité d'Al-Ahwar et sera une alternative pour qu'il reste et ne quitte pas. Et donc, l'émigration de la population et la perte de cette culture qui dure depuis 7000 ans sera malheureux, non seulement pour Al-Ahwar, mais pour le monde entier. La dernière question peut-être à Marie-Georges, parce qu'on parle d'action, des actions pour Aleph, une institution qui souligne l'action toujours. Dans le contexte des lignes directrices que vous avez déjà mentionnées, qu'est-ce que vous pensez avec les lignes directrices? Comment est-ce qu'on peut renforcer les actions des projets pour Aleph? Je vais être très très brève. Je pense à 3 mots. Alors, je suis désolée pour Pink Floyd, c'est oui, nous avons besoin d'éducation. We need education. We need empowerment. Nous avons besoin de l'éducation et de l'autonomisation et de la coopération. Thank you very much. Merci bien. Alors, I think I would like to join. Donc, applaudissez-moi avec moi aux pénalistes. On n'a plus de temps. Je voulais avoir beaucoup de temps, mais tout le monde me demande d'arrêter. Et donc, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé la présentation et je pense qu'il y a davantage de choses à mentionner et discuter avec les collègues.
dans les jours à venir. Merci beaucoup et merci pour l'audience. Et malheureusement, il ne reste plus de questions, mais bien sûr, on va le faire plus tard. Merci.